Et on va rester dans la thématique de la reconversion professionnelle avec une table ronde qui débute tout de suite et qui dure jusqu'à 13 heures avant d'aller déjeuner, où on va parler de validation des acquis de l'expérience et où on va écouter le témoignage de 2 de nos diplômés ce matin. Vous savez peut-être que grâce aux passerelles de reconversion professionnelle, grâce aux validations des acquis de l'expérience, les secteurs excédentaires en main-d'œuvre aujourd'hui viennent alimenter en emploi la filière sanitaire et médico-sociale. Et en plus de ça, aujourd'hui, on a des nouveaux dispositifs de formation et de reconversion qui voient le jour. Alors c'est de cela dont nous allons parler maintenant, avec le témoignage de personnes qui ont des parcours étonnants, qui ont des parcours même incroyables, avec aussi le témoignage de l'INRH et de l'Agence Autonomie. J'invite donc à me rejoindre sur scène maintenant Marie-Irène Levasseur, Karim Ounas, Radouane Mebarki, Jason Zamoudio, Charlotte Loiseau et Ludivine Bécasse. Vous pouvez monter sur scène. Merci de nous rejoindre. Et vous pouvez bien sûr les applaudir pour les encourager. Installez-vous au centre. Installez-vous au centre. Ouais. Voilà. Jason, bah voilà, Jason ici, c'est bien. Et ben, il va me manquer quelqu'un ici. Allez, c'est pour vous. 6, vous êtes 6. Non, il me manque quelqu'un. Vous êtes Karim. Radouane Mebarki. Radouane Mebarki n'est pas dans la salle? Si, il est là, il arrive, très bien. Eh bien, venez nous rejoindre, prenez place à côté de nous. Alors on va donc parler de cette question de la validation des acquis de l'expérience et de la reconversion et des évolutions professionnelles en général. Je vais commencer avec vous, Marie-Irène Levasseur. Vous êtes responsable du pôle formation et évolution professionnelle à l'Agence Autonomie, donc qui organise ce salon. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi le secteur médico-social manque de main-d'œuvre et quels sont les chiffres qu'il faut avoir en tête pour bien prendre conscience de cette problématique ? Alors en effet, les intervenants à domicile et les aides-soignants font partie du top 10 des métiers qui recrutent le plus en Île-de-France en 2022. Et ne serait-ce que les 2 départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine, on est à près de 3500 postes d'aides-soignants qui sont nécessaires en 2022 et on est à plus de 2600 intervenants à domicile où les postes ne sont pas pourvus. Alors comment est-ce que vous travaillez à l'Agence Autonomie? Qu'est-ce que vous proposez? Quelle est votre offre de formation? Alors l'Agence interdépartementale de l'autonomie des Yvelines et des Hauts-de-Seine, qui fait partie des 20 lauréates des plateformes dans le cadre de l'appel à projet de la CNSA sur Cap vers les métiers de l'autonomie, participe à la qualification des personnes qui souhaitent s'orienter vers ce secteur d'activité, les métiers de l'accompagnement et du soin plus particulièrement. En accompagnant aussi bien les personnes qui souhaitent s'orienter sur des parcours dits classiques que sont la formation initiale et la formation continue, et participe également à la montée en compétences et l'évolution professionnelle des personnes qui sont déjà en poste. Et on utilise notamment des parcours innovants. On a participé à une expérimentation notamment qui avait pour but d'accompagner des salariés en reconversion de secteurs d'activité en tension vers les métiers du prendre soin. Et on a ainsi pu accompagner 11 agents de service, agents d'entretien plus particulièrement, et des hôtes de caisse, donc 11 agents d'entretien et 42 hôtes de caisse qui ont pu intégrer des parcours de 14 mois sur des actions un peu de formation innovante, puisqu'on est sur des actions de formation en situation de travail et permettre à ces personnes d'acquérir les compétences techniques en situation de travail directement au sein des EHPAD. Alors, on va passer la parole parce que vous parlez des agents d'entretien et du coup, on a un ancien agent d'entretien sur cette table ronde, c'est Karim Ounas. Bonjour, docteur. Bonjour.
Vous êtes docteur. Oui. Vous avez été agent d'entretien. Vous êtes devenu médecin anesthésiste réanimateur. C'est incroyable. Alors, je vous ai dit au téléphone, on pourrait passer une demi-heure juste avec vous pour nous raconter votre parcours. Mais dites-nous rapidement, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Quelle a été votre force, votre volonté? Quel a été votre parcours? Rapidement. Alors, si vous voulez, au départ, moi je viens de la région lilloise, un quartier ouvrier, et voilà, étant petit, il faut dire que j'avais pas vraiment de suivi scolaire par mes parents. Les pauvres étaient ouvriers, mais ils pouvaient pas m'aider, ils étaient illettrés. Et donc, bon, comme jeune garçon, je n'ai pas pris le train de l'école. J'ai pas travaillé, je pensais qu'à m'amuser, tout simplement. Et puis, je vacillais au niveau scolaire en troisième. Et puis, la maman d'un ami m'a dit que à l'hôpital, il cherchait on pouvait travailler comme stagiaire. C'était des anciens contrats, peut-être que les anciens connaissent, ça s'appelait TUC à l'époque et CES. Et j'ai pu intégrer ce contrat-là. Donc vous quittez le système scolaire à la fin de la troisième. Avant le brevet, oui. Avant le brevet. À mes 16 ans, oui, tout à fait, en 1989. Et donc j'ai commencé comme agent d'entretien à l'hôpital. Donc je suis passé du monde enfant, à 16 ans on est un gamin, au monde adulte, donc ça a été un électrochoc. Et après, si vous voulez, j'ai continué. Votre contrat TUC, travaux d'utilité collective, si je me souviens bien, il dure combien de temps? C'est un contrat de combien de temps? C'était 1 an. 1 an. Donc vous restez 1 an en poste. 1 an. Et là, et en 1990, le contrat CES ont commencé. Et donc là, j'ai intégré, voyant que mes chefs, voyant que je travaillais correctement, je pense, ils m'ont dit, tu vas aller dans un genre d'entretien. Je suis parti au bloc opératoire de l'hôpital comme brancardier. En 1990, et puis là j'ai découvert vraiment au cœur de la médecine, donc le milieu du bloc opératoire avec toutes ces exigences que en fait je ne comprenais rien. Donc vous êtes en train de dire que pour devenir brancardier, on n'a pas besoin d'un diplôme. Il faut qu'on ait les portes ouvertes à un moment. Je ne sais pas comment ça s'appelle maintenant, le brevet de secourisme. D'accord. Je sais, la GSU, voilà. Tout à fait. Et donc parallèlement, j'ai passé cet examen. Et puis après, j'ai été appelé par le service militaire, qui existait encore à l'époque. Et puis j'ai eu des bons tests, à ma surprise, au test collectif, là, où il y a l'orientation. J'ai pu aller dans la police. Et c'était une belle expérience. Et d'ailleurs, j'avais tenté le concours, de gardien de la paix, mais n'ayant pas le niveau scolaire, j'ai été écarté. Alors comment vous revenez après dans le système médical et comment vous finissez par devenir médecin? Alors je suis revenu à l'hôpital parce que les contrats continuaient, donc j'ai continué à être brancardier, puis après j'ai intégré un autre hôpital comme agent d'entretien, et là je suis rentré en formation. Et donc mon chef m'avait dit, écoute, si tu veux évoluer, tu peux faire par exemple le métier d'aide-soignant. J'étais rentré de nouveau comme agent d'entretien. Mais il faut te former, il faut que tu aies le brevet des collèges. Donc vous avez quand même un chef qui était bienveillant sur vous. Oui, qui était bienveillant. Et donc il y avait une politique de formation à l'hôpital et il y avait une cadre infirmière formatrice qui aidait les gens sans diplôme pour passer le brevet des collèges dans le milieu adulte. Et donc je l'ai eu et elle m'a dit, écoute, tu as eu des bons résultats, donc continue avec le DAU, l'équivalence du bac. Diplôme d'accès aux études universitaires. Donc j'ai continué parallèlement à mon travail. C'était le soir et le samedi matin. Et puis là, je me suis complètement... en fait, j'ai pris goût à l'apprentissage, à la connaissance. Ce que vous ne pouviez pas faire à 16 ans, non, vous avez su le faire plus tard. J'avais pas la maturité, tout simplement. Et là, si vous voulez, parallèlement en grandissant et en étant dans le monde adulte, j'avais quand même un complexe d'infériorité. Donc, il me fallait quelque chose pour pouvoir évoluer. Et je me disais que dans la société, j'ai quitté le monde enfant rapidement, en fait. Et j'avais des lacunes et voilà, et je me disais que pour essayer d'évoluer dans ces métiers de la santé, il fallait des diplômes. À quel moment vous devenez médecin ?
Alors j'ai fait infirmier anesthésiste, toujours avec des concours, en médecin. Donc je suis rentré en première année de médecine en 2010, à 37 ans. Oui, 2010. La PACES, ça s'appelle. Là, ça a été très, très, très dur parce que j'avais 2 enfants déjà. Vous travailliez en même temps? Je travaillais, j'étais infirmier au SAMU de Lille, oui. Je travaillais. En fait, la première année, j'ai pas travaillé pour le concours parce que sinon c'est pas possible. Puis en plus, j'avais déjà des enfants. Mais après, je faisais des vacations de week-end, pardon. Ce parcours-là, pour devenir médecin, à partir de la première année de médecine, il dure combien de temps? 10 ans? 12 ans. 12 ans. Terminé. D'accord. J'ai terminé là, il y a la semaine dernière. Vous avez compté le... Merci pour lui. Merci. Vous avez compté le nombre de concours que vous avez passés? Oui. Au titre de la formation professionnelle, du coup, c'est ça que ça veut dire. C'est ça qui est important Oui. de faire passer comme message ici. Aide-soignant, infirmier anesthésiste. Les médecins. Non, médecine, alors Ça compte pas. En fait, c'était pas pris en charge par l'hôpital. C'était un projet personnel. Quel courage, quelle volonté. J'y reviens, vous avez eu des moments de découragement. Oui. Quand? Le plus fort découragement que vous ayez vécu, c'était quoi? Quand mes enfants ont pleuré, en fait. Parce que vos enfants ont pleuré. Ils ont pleuré de vous voir trop travailler, de ne plus voir leur papa. Parce que vous aviez cette volonté d'aller au bout de votre démarche. Dites-nous, quelles ont été pour vous les clés du rebond dans ce parcours qui forcément comporte des difficultés? Moi, j'ai grandi aussi dans le monde du rugby, et dans le monde du rugby, on apprend beaucoup les valeurs qui sont le courage, etc., et d'autres valeurs. Et donc, ça m'a beaucoup aidé dans la vie. En fait, j'avais des bons éducateurs, des bons entraîneurs, et une équipe très solidaire, avec ces notions de respect, le respect des anciens. Alors, c'est en plein dans le thème aujourd'hui, de la personne âgée. Et je me dis, après, j'ai fait ça aussi pour d'autres. Enfin, j'ai fait ça pour moi, mais aussi pour d'autres personnes, et je voulais leur apporter quelque chose de bien, surtout à mes parents. Merci, docteur Karinas. On va se tourner vers Charlotte Loiseau. Elle vient de recevoir son diplôme. C'est la seule à avoir lancé sa toque dans le public. Elle vous laisse faire remarquer. C'est vrai. Elle est donc diplômée DE-AES, donc diplôme d'État, administration économique et sociale, c'est ça? Non, pas du tout. Accompagnant, okay, Accompagnant éducatif et social. Et vous avez été recruté à l'INRH. Donc on va en parler après avec Jason de l'INRH. Mais voilà, il faut que vous nous racontiez un petit peu, vous aussi. Vous êtes passé d'auxiliaire de vie à formatrice à l'INRH. Racontez-nous votre parcours à vous. Écoutez, j'ai été 15 ans donc, auxiliaire de vie, donc à m'occuper des personnes. Et du coup, j'ai voulu suivre donc une formation pour avoir le DE-AES. Et donc de là, je me suis présentée grâce à l'agence Autonomie. J'ai fait un premier pôle d'orientation, un peu pour vraiment me conforter dans mon choix du diplôme. Et puis ensuite, j'ai été suivie, donc accompagnée par Jason pour obtenir le diplôme. Et puis à la fin, une fois que j'ai eu le diplôme, Jason m'a téléphoné en me disant qu'il recherchait quelqu'un et si le poste m'intéressait. Donc je me suis dit pourquoi pas. Bon, ça fait un super raccourci, hein. Oui. Mais moi, je vais revenir un peu en arrière là quand même. Qu'est-ce qui se passe à un moment dans votre vie qui vous pousse à vouloir faire une reconversion? Au début, rien, je m'y attendais pas spécialement, mais je me suis dit pourquoi pas, ça me permettrait toujours d'être dans mon métier finalement. Mais vous auriez pu rester être auxiliaire de vie. Oui, mais je voulais apporter ce que moi j'avais appris aux autres, pourquoi pas leur donner des petites bases et les aider dans l'écrit de leur livret 2. Vous vouliez transmettre. Exactement. Dans l'écrit de leur livret 2. Oui. Alors là, moi, elle m'a expliqué, alors je comprends, mais enfin vous, je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire quoi, cette phrase? En fait, il y a un premier livret, donc le livret 1,
Donc pour valider ces acquis de l'expérience, il faut faire un dossier dans lequel il y a plusieurs livrets, c'est ça? C'est ça, exactement. Il y a le premier livret donc, où on met les fiches de paye, donc la civilité, etc. pour prouver qu'on a fait 1 an dans le domaine dans lequel on veut faire la VAE. Donc à partir d'1 an, on peut faire une VDAE. Voilà, C'est 1607 très heures. important. Ok. Un an temps plein. Voilà, À temps plein. à temps plein, donc 1607 heures. Ok. Et ensuite, il y a le livret 2, donc, où j'ai été accompagnée par INRH Formation pour pouvoir m'aider à le remplir. Il est si difficile que ça à remplir le livret 2. Oui. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Mesdames, Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est quoi les questions qu'on vous pose ou en les fait, preuves qu'il faut donner? il faut raconter en fait notre expérience, mais c'est toujours plus compliqué de le mettre par écrit que de le vivre. Il y a certaines choses qu'on va faire naturellement et qu'on ne pense pas forcément à écrire. Et je pense qu'on a besoin du coup d'être accompagné dans l'écrit pour ne rien oublier. Bon. Donc vous remplissez le livret 2, votre dossier est accepté, Oui, vous obtenez votre diplôme de VAE. oui. Ça fait quoi? J'avais envie de sauter partout. Voilà. Bah oui, on a vu tout à l'heure. Hein. Voilà, j'ai exprimé ma joie, donc c'est vrai que voilà, j'étais J'imagine très que c'est heureuse. pareil pour vous, évidemment. Donc, non, très très heureuse de pouvoir dire que voilà, enfin je suis diplômée et que le métier est reconnu. Et alors, comment se fait-il qu'à un moment, vous soyez recruté à l'INRH? Qu'est-ce qui s'est passé là? J'en ai aucune idée. Il faudra poser, je pense, la question plus à Jason pour le coup. Moi, je m'y attendais pas. Vous n'avez pas postulé. Il est venu vous chercher. Exactement. Vous faites une VAE et on vient vous chercher après. C'est que je C'est devais quand être même exceptionnelle. formidable. D'accord. Et est-ce que, d'abord, vous faites quoi aujourd'hui à l'INRH concrètement? Donc, je suis assistante pédagogique, formatrice donc sanitaire et sociale. Donc, je vais m'occuper un peu de toute la partie administrative et je vais accompagner les futurs VAE, DEAES. Ça vous donne un autre regard sur votre métier ou ça vous donne une approche un peu différente de ce que vous faisiez avant ou un regard particulier sur les gens que vous accompagnez? Non, enfin, j'ai pas de regard, mais ça me permet je les comprends mieux en fait, vu que j'ai suivi le parcours. C'est ce que je leur explique tout de suite dès que j'interviens sur un groupe. Je leur explique d'où je viens. Comme ça, elles ne pensent pas que je suis n'importe qui, que je ne sais pas de quoi je parle. Donc, du coup, j'ai le même regard que quand je fais mon métier, en fait, mais c'est une approche différente. Ludivine Bécasse, vous, c'est après 22 ans d'expérience que vous avez décidé de passer le diplôme, donc de faire valider vos acquis de l'expérience. Pourquoi vous avez décidé de faire ça au bout de 22 ans? Vous en aviez marre? Non, pas du tout. Non, du tout. Je pense qu'il était temps que, je dirais, dans le milieu médical, qu'enfin je sois reconnue à ma juste valeur. Donc pour moi, il était vraiment temps que je fasse valoir mes compétences par un diplôme. Vous touchez un point sensible dont on reparlera cet après-midi, c'est la valorisation des métiers du secteur sanitaire et social, donc c'est important. Donc restez là cet après-midi, hein, on vous attend. Et donc, vous décidez de passer c'est un concours, comment on dit? Enfin, de faire valider vos acquis de l'expérience. En fait, c'est tout simplement mon employeur qui m'en a parlé, qui m'a dit, voilà, l'opportunité se présente, est-ce que tu serais potentiellement intéressé de faire valoir tes compétences, tes acquis, en passant une VAE? Et sur le moment, je n'ai pas hésité, j'ai dit, maintenant il faut que je me lance et que les choses se fassent. Vous n'y aviez jamais pensé avant? Non. Donc là encore, c'est intéressant, vous avez donc un employeur qui est bienveillant, qui a mis en place un système de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et qui a un dispositif qui vous propose. Il aurait pu ne pas vous le proposer. Tout à fait. Mais il vous le propose en fait. Donc Oui. Cet accompagnement-là, il est très important. Sauf que vous avez raté le DAES. Et oui, une première fois, tout à fait. Mais bon, c'est pas un échec. C'est pour mieux rebondir derrière et se représenter devant le jury. Vous l'avez pas pris comme un échec au début? Forcément, si. On est un peu... parce que voilà, comme le disait Charlotte, on travaille énormément sur nos livrets 2. On se donne beaucoup. On s'investit.
On travaille énormément le soir dessus pour qu'il soit bien complété, pour qu'il soit correct. Et on se présente avec. Et j'ai eu la malchance de tomber sur des personnes qui, pour moi, sur le moment, m'ont jugé et ont jugé le travail que je fais depuis des années, alors qu'elles ne savaient pas comment je travaillais. Elles ne le savaient pas. Alors, j'ai eu la chance, effectivement, d'avoir été aussi accompagnée par Jason, et qui m'a dit, on ne baisse pas les bras, on rebondit, on repart. Donc, au moment où, si je comprends bien, au moment où vous n'avez pas votre validation, c'est là que vous allez voir l'agence autonomie ? Tout à fait. Et que vous rencontrez Jason ? Ah non, Non. Jason m'a suivi tout le long de ma formation. Ah, tout au long de la formation, d'accord. Oui. Et donc, c'est lui qui vous a remotivé, qui vous a dit, il faut le repasser. Lui et mon entourage, oui. Ils m'ont dit, tu n'as pas travaillé pour rien, donc vas-y, représente-toi, n'abandonne pas. On ne peut pas être seul, hein, dans un combat comme les combats que vous menez tous les trois. Le mener tout seul, c'est dur. Il faut être entouré. C'est important, oui, très important. Et je pense que c'est ça qui fait le tout. Et maintenant que vous êtes diplômé, avec la même toque que Charlotte, est-ce que vous sautez plus haut qu'elle ? Parce que vous l'avez passé deux fois. Bon, bah écoutez, merci beaucoup pour ce retour d'expérience en tous les cas. Alors, Jason Zamudio, vous aussi, vous avez été aide-soignant. C'est ça. Aujourd'hui, vous êtes responsable projet et ingénierie pédagogique à l'INRH. Oui. Vous êtes donc devenu formateur. C'est ça, tout à fait. Pourquoi est-ce que vous voulez former les autres aujourd'hui ? Pourquoi vous n'êtes pas resté aide-soignant ? Alors, moi, j'ai toujours voulu faire un métier dans l'aide humaine, et notamment le métier d'aide-soignant. Je viens d'une famille qui est vraiment dans ce domaine-là. Et j'ai vraiment toujours voulu faire ça. Et puis, arrivé à un moment donné, je me suis rendu compte que, je ne sais pas si on peut dire comme ça, mais le système de santé français ne me convenait pas. On a de moins en moins de temps pour prendre soin, tout doit aller très vite, de moins en moins de personnel. Donc on arrive à un moment donné on n'arrive plus justement au métier qu'on souhaite faire. Donc je me suis rapidement tourné vers l'aide à domicile, sur lequel j'ai eu la chance donc de rencontrer des personnes incroyables qui m'ont aidé dans ce nouveau domaine. Et je me suis surtout rendu compte que malgré que ce soit l'un des plus vieux métiers du monde, il était encore maniable à cette époque-là. Et il l'est toujours encore. Et donc du coup, ça m'a permis d'éviter, ou en tout cas de transmettre pour éviter des situations que j'ai pu croiser en tant qu'aide-soignant. Donc on en est là, vous aussi, vous voulez transmettre, donc c'est vraiment une volonté, vous n'êtes pas là du tout par hasard, et Non. vous savez très bien vous mettre à la place des personnes que vous accompagnez. Et puis, vous utilisez des outils bien à vous êtes en train d'inventer vos propres outils en réalité. Racontez-nous ça, qu'est-ce que vous avez comme outil ? Alors, du fait de mon expérience dans l'aide à domicile en tant que responsable de secteur, en tant qu'animateur réseau, j'ai énormément pu manager et côtoyer les auxiliaires de vie qui étaient sur le terrain tous les jours. Et quand je suis arrivé chez INRH, je me suis aperçu qu'il manquait quelque chose dans l'accompagnement de cette VAE. Il faut savoir qu'une VAE, c'est compliqué. Pas forcément juste dans la rédaction, mais dans la vie de tous les jours. Parce qu'il faut savoir que le matin on se réveille, il faut déposer les enfants, on a notre journée de travail, on rentre, il faut faire à manger, il faut les lessives, le ménage, s'occuper de nouveau des enfants. Et en gros, on est disponible à 100% pour notre VAE aux alentours de 21h, 22h. Donc c'est une deuxième journée qui recommence et qui reprend. Sauf que le modèle de VAE aujourd'hui tel qu'on le connaît n'est pas adapté à ce système-là, n'est pas adapté à ces personnes-là, que ce soit de la VAE d'auxiliaire de vie ou du DEAES ou n'importe lesquels. Donc on a réfléchi avec ma directrice à comment on peut amener une pédagogie et un accompagnement vraiment personnalisé et individualisé. Et en fait, on a remarqué que, avant tout, comme vous le disiez tout à l'heure, dans la VAE, le gros piège, c'est d'être tout seul. Donc, on a mis en place des outils, des process qui, quand l'apprenant entame une VAE avec nous, il n'est jamais tout seul. Il peut être avec ses collègues via des groupes de discussion. On a également créé un outil sur un forum où elles peuvent échanger entre elles sur le même diplôme, mais aussi avec d'autres
personnes qui ont peut-être un niveau un peu plus au-dessus ou un peu plus bas. Ça veut dire quoi sur un forum? C'est quel Donc outil? en fait, on a pu créer un outil donc qui est 100% Made in INRH et du coup, dans cet outil-là, on va retrouver un forum sur lesquels elles vont pouvoir échanger sur des prises en charge, sur sur Internet, des pratiques. Voilà, c'est sur Internet, sur un navigateur, d'accord. Voilà, et on a rendu en fait 100% numérique l'accompagnement de la rédaction du livret 2, ce qui nous a permis de dégager des heures, donc les heures d'accompagnement qui sont normalement là pour aider à la rédaction. Ces heures-là, on les a transformées en ce qu'on appelle réactivation de savoir. Donc en fait, ça nous permet d'analyser des situations. Une apprenante va nous dire, voilà, aujourd'hui j'ai eu une difficulté ce matin avec une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer sur sa toilette. Donc on va lui demander qu'est-ce qu'elle a fait, et puis tous ensemble, on va échanger pour trouver la meilleure technique, la meilleure façon de pouvoir accompagner cette personne-là. Alors ça, c'est très important, parce que c'est le livret 2 dont on parlait tout à l'heure qui est si difficile à remplir, et vous, parce que vous connaissez ce parcours-là, parce que vous connaissez le livret 2 pour accompagner vos stagiaires, vos apprenants, nos apprenantes, vos apprenantes, vous savez qu'elles n'ont pas forcément la plume facile, qu'il faut du temps de concentration, que c'est pas évident de le faire, et donc vous avez inventé votre propre questionnaire pour les faire parler de leur quotidien. C'est ça. Et sans qu'elles s'en rendent compte, elles sont en train de remplir le livret 2. Le livret 2. C'est ça, c'est incroyable. Vous sortez complètement des cases purement administratives. Tout à fait. En fait, il faut savoir qu'un livret 2, vous avez 3 questions, surtout sur le nouveau référentiel maintenant. Vous avez expliqué une situation type afin d'expliquer son expérience. Sauf que quand vous êtes en face de cette question et que vous n'avez pas forcément le don d'écrire et de la rédaction, vous allez écrire 3, 4 phrases, 6 phrases et après vous allez tourner en rond, vous allez plus savoir quoi écrire. Nous, ces 3 questions, on les a explosées et on en est arrivé à 97 questions pour le DES. C'est pour ça que le livret 2, il est long. C'est pour ça qu'il est si long et c'est pour ça qu'elles m'en veulent autant. C'est que du coup, mais dans ces 97 questions-là, on va leur demander de présenter la personne, les pathologies, d'expliquer la pathologie, d'essayer de faire des liens avec les traitements et les pathologies, parce que aujourd'hui, le besoin d'une DEAES à domicile, en fait, le diplôme a beau être récent, il est déjà dépassé. Il est déjà largement dépassé puisque aujourd'hui, nos seniors et nos personnes en situation de handicap qu'on retrouve à domicile, c'est des personnes qui devraient avoir un niveau d'aide-soignant. Donc, on les a accompagnés à ce niveau d'exigence-là. Donc, ça a été dur. Elles ont souffert, elles se sont plaintes, mais aujourd'hui, je peux vous assurer que les 20 personnes que vous avez en face de vous, demain, elles passeront haut la main la VAE aide-soignante si elles souhaitent la passer en aide-soignante ou si elles souhaitent rentrer en formation aide-soignante initiale, elles auront ces capacités-là et elles l'auront avec grande facilité. Et puis elles ont l'air tellement heureuses aujourd'hui, ça fait plaisir à voir. Merci à vous. Radouane Mebarki, je vais me tourner vers vous. Vous êtes le président fondateur de Tout est possible. C'est pas tout est possible, c'est tous est possible. Ça veut dire que nous recelons de possibilités en nous. Et c'est ça que vous allez travailler chez vous. Et l'un de vos slogans dit « Il est temps de prendre un nouveau départ ». Vous pouvez nous expliquer cette phrase-là et du coup la philosophie de votre association ? Ravi, je suis très content d'être avec vous. Donc moi j'ai monté cette association il y a 7 ans. J'ai arrêté de bosser pour pouvoir aider ceux qui étaient un petit peu paumés dans leur vie et qui se disent tiens, j'ai choisi un boulot parce qu'à 14 ans, quand on doit remplir un peu ses vœux, des fois on remplit un peu comme on peut, ou des fois c'est les parents qui influencent, ou on met un truc au pif, on prend le collège ou le lycée à côté, enfin j'en sais rien, mais il y a plein de trucs qui font que des fois on prend un départ, et puis finalement dans le monde qui est le nôtre, est-ce qu'on a le droit 10 ans après de ne plus du tout avoir envie de faire ce qu'on avait choisi quand on avait 14 ans? Est-ce qu'on a le droit à 24 ans de changer d'avis, 34, 44, 54 enfin... Ça finit toujours en 4 chez vous, hein. J'aime bien, c'est le chiffre qui m'inspire. Mais l'idée c'est de se dire, finalement quand on se le dit comme ça, on se dit qu'on est dans un monde où on doit pouvoir faire ce qui a du sens pour soi et puis dire je trouve le métier qui me fait vibrer. Le vrai sujet, c'est le matin où vous vous levez, vous avez envie de le faire, vous avez envie de faire une reconversion. En vrai, ça se passe comment? Il se passe quoi quand, je vous donne un exemple, alors je quitte volontiers le métier de l'autonomie qui est comme le sujet du jour, mais en vrai, quand vous avez un CAP boulanger et que vous avez choisi ça, puis que vous avez été boulanger formé à 30 ans, vous
vous êtes allergique à la farine et commence là votre parcours de je dois me reconvertir, mais déjà je fais quoi? Moi j'ai appris à faire du pain et des gâteaux, donc qu'est-ce que je fais maintenant de ma vie? Je vais voir qui, j'en parle à qui, j'en parle comment, je choisis quel nouveau métier. Enfin vous voyez, c'est tout ce petit truc-là finalement que notre association accompagne, de dire bah, ça peut être vachement cool finalement de pivoter plusieurs fois dans sa vie. Et il manquait ce petit maillon qui permet presque de dire, dire aux gens bon ouais c'est pas grave, tu l'as fait 10 ans, pour une contrainte ou parce que juste t'as plus envie. T'as envie de faire autre chose, bah comment on réfléchit ensemble à se créer un nouveau destin pour demain, quoi. Et c'est vrai que c'est d'autant plus difficile que les employeurs sont pas souvent aptes ou ils n'ont pas souvent envie de faire confiance à des gens dont la formation ne correspond pas au métier qu'ils proposent. Donc voilà, quelqu'un qui cherche une assistante médicale alors qu'on a un CAP boulanger, l'employeur va se dire bah non, c'est pas ce profil-là que je cherche, donc c'est compliqué. Donc effectivement, il y a des compétences à faire valoir. Comment vous travaillez ça, vous? Eh ben, l'idée, c'est de travailler sur l'envie. Et travailler sur l'envie, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'effectivement, on peut très bien avoir un CAP boulanger et être un futur super assistant parce que juste on a envie de faire ça. Le vrai sujet, c'est de se dire à quel moment on arrive à se connecter à ce qu'on veut faire. Je pense que le monde a changé. En plus, le Covid a vachement accéléré ça. C'est qu'il y a pu y avoir une époque où on se servait de son corps comme un outil qui nous permet de gagner sa croûte. C'est-à-dire qu'on sur la période boulot, je gagne ma vie correctement et en gros j'attends le soir ou le week-end pour commencer à avoir des trucs un peu sympas dans ma vie, des loisirs, ma famille, mon truc, mon machin. Je pense que vraiment ce corps qui était outil, les gens ne l'apprécient plus de la même manière. Aujourd'hui le corps est devenu cœur, c'est-à-dire que les gens n'ont pas envie d'attendre le soir et le week-end pour ressentir des trucs chouettes et de faire des trucs intéressants. Donc en fait quand vous avez cette fusion des plaques, en fait la réalité c'est qu'il y a plein de gens qui se lèvent un matin en se disant mais finalement ce que je fais là c'est pas du tout intéressant pour moi, j'ai pas envie de le faire. Et donc on sent qu'on va aller chercher cette vibration qui nous donne un jus pour envie d'aller bosser. Et finalement, la question, c'est comment est-ce que j'arrive à me connecter à un truc que j'ai envie de faire tous les matins et juste qui me donne du plaisir à me lever, quoi. Donc chez vous, c'est l'envie, mais c'est aussi la validation des acquis de l'expérience ou pas forcément? Pas forcément. Je pense que ça peut être très intéressant pour certaines personnes de le faire et je pense qu'il y a un intérêt. Mais ce qui peut être très cool finalement, c'est de se dire bah tiens, j'ai fait 10 ans de métier du bien vieillir, mais peut-être aussi que je suis pas condamné à faire ce métier-là. Et si finalement là je suis en forme, c'est ok pour moi de le faire 10 ans, c'est cool. Et puis si après j'ai envie d'aller faire des gâteaux ou si j'ai envie d'aller faire de la compta, ça peut être aussi très cool. Et ce qui permettra aussi pour ceux qui ont commencé par les gâteaux et la compta, de se dire bah tiens ouais pourquoi pas les métiers du bien vieillir. Il faut que ça tourne. Revenons sur la VAE, Marie-Irène Levasseur. Est-ce que l'agence Autonomie se fixe des objectifs chiffrés, probablement, en matière de VAE sur le territoire ici? Alors, on travaille vraiment sur des notions d'individualisation de parcours. Vous le disiez tout à l'heure, parfois la VAE, voilà, c'est adapté à certaines personnes et pas forcément à d'autres. Donc on travaille aussi bien sur des parcours de formation qualifiante, diplômante, mais par différentes modalités et la validation des acquis de l'expérience en fait partie. On a à peu près au sein de l'agence une 50aine de personnes qui rentrent en accompagnement VAE par année sur le département des Yvelines, et le but c'est qu'on ait autant de personnes qui rentrent sur le département des Hauts-de-Seine, mais en amont il y a un travail à mener auprès de ces publics, donc on œuvre sur le département par le biais d'informations collectives, déjà apporter un premier niveau d'information par rapport à ces différents dispositifs, parce que parfois c'est cette difficulté de dire quel est le meilleur parcours, quel est le parcours qui est le plus adapté à mon projet et à mon parcours, à mon expérience professionnelle. Et c'est pour ça qu'on a mis en place au sein de l'agence des chargés de sécurisation des parcours, du conseil en évolution professionnelle pour transmettre déjà un premier niveau d'information et être un peu des guides tout au long du parcours de ces personnes. Donc cette année, on a eu 27 diplômés. Voilà, qui sont sortis de nos parcours via l'accompagnement d'INRH. Et le but, c'est de pouvoir intégrer donc ces publics sur ces parcours VAE qui sont pour une grande partie utilisés par les personnes qui sont déjà en poste. Parce que la VAE, et Jason le disait tout à l'heure, voilà, ça permet de faire son accompagnement sur des temps où on est libéré par son employeur. On a des modalités pédagogiques qui permettent, via des outils,
de pouvoir rédiger son dossier. Donc c'est vrai qu'à 80%, c'est des parcours qui sont choisis par des salariés. Jason, pour conclure, quels sont les différents types de formations que l'INRH propose et probablement qu'on peut retrouver ici sur le stand, sur votre stand sur le salon? Alors, donc tout d'abord, il va y avoir l'accompagnement VAE, hein, qui est notre cœur. On va avoir également ce qu'on appelle le pôle d'orientation, dont parlait Charlotte tout à l'heure. Hein, donc grâce à nos partenaires de l'agence Autonomie, donc toutes les semaines, on reçoit des personnes qui ont besoin d'aide dans leur orientation professionnelle et on les aide selon différents tests, différents niveaux. On leur explique les différents métiers du sanitaire et du social. On va également faire de l'accompagnement, de l'audit et surtout du bilan de compétences qui va permettre l'orientation de personnes, comme disait tout à l'heure monsieur, parce que maintenant on ne fait plus d'une vie une carrière. On peut aussi dire stop, j'ai envie d'autres choses, j'ai envie de voir d'autres choses, j'ai envie de connaître d'autres choses et c'est pour ça que INRH on est très centré sur l'orientation et l'accompagnement plus que de la formation. Après, on peut également accompagner sur la formation de petites gestes et postures et de ce genre de choses. Eh bien, merci beaucoup à toutes et tous pour vos témoignages. Vous pouvez les applaudir parce qu'on a eu vraiment des très belles prises de parole.